Bonjour à tous. On va commencer. Je me présente, je m'appelle Fatou Elisba, je suis chercheuse à l'IRIS et je coordonne le programme humanitaire et développement géopolitique de l'aide internationale. J'ai eu la chance de co-diriger donc la dernière revue internationale et stratégique avec Jean-François Corti. Jean-François, je te laisserai te présenter, mais Jean-François est président de Médecins du Monde et chercheur associé à l'IRIS. Nous avons tenté, à travers ce travail, d'analyser les grands enjeux de l'aide internationale dans un contexte géopolitique complexe où guerre, conflits émergents, crises chroniques font partie du paysage international et orientent les politiques et les relations interétatiques. Ce que nous pouvons dire, et notamment, c'était le fil conducteur de notre revue, c'est que la situation en Ukraine et la situation à Gaza ont largement occupé l'espace médiatique. Pourtant, de par le monde, de nombreuses crises et conflits, situations de violence banalisée, pauvreté chronique, insécurité alimentaire, déstabilisent plusieurs régions et affectent les populations concernées. À l'heure actuelle, l'aide internationale et la solidarité entre États, la solidarité entre populations, n'a jamais été aussi nécessaire. Et pourtant, l'aide internationale est largement décriée et critiquée. Ceci pour plusieurs raisons. On peut notamment évoquer le déséquilibre des rapports entre les acteurs venant des Nords et les acteurs majoritairement récipiendaires des Suds. Les modes de financement, le mythe du sauveur blanc, la mauvaise orientation des programmes humanitaires et de développement, l'asymétrie de l'aide, le deux poids deux mesures, dans la prise en compte des crises. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble de ces éléments interrogent la cohérence du modèle de l'aide internationale qu'il est actuellement. Alors finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que cela n'évince pas la nécessité de l'aide face aux crises multiples, face à l'émergence des conflits, les changements climatiques et le désarroi des populations. Donc à travers cette conférence, nous tenterons d'exposer les divers défis de l'aide internationale aujourd'hui. Je vais laisser nos participants se présenter et on pourra commencer le débat. Bonjour à toutes et à tous. Merci Fatou pour cette présentation. Je suis le docteur Jean-François Corti, je suis président de l'association Médecins du Monde France, qui est une association dans un réseau international avec plusieurs sections de Médecins du Monde, environ 17 sections à l'échelle internationale. Je suis aussi chercheur associé à l'IRIS depuis quelques années. Et donc je suis très heureux d'avoir travaillé avec Fatou à la codirection de cet ouvrage où il y a plein d'articles de grande qualité qui actualisent un petit peu les enjeux du moment sur la question de la géopolitique de l'aide, les logiques des acteurs, leur diversité et les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. On a essayé de garder à la fois une approche théorique, mais aussi de confronter la théorie aux réalités de terrain. Nous sommes plusieurs opérationnels à avoir écrit. Je pense à Moumouni qui est aussi là, qui va parler, mais aussi d'autres acteurs qui ont confronté les principes, la réflexion à des réalités de terrain. Il y a parfois des décalages. Donc je suis très heureux d'être avec vous, de discuter aujourd'hui. Et encore une fois, n'hésitez pas à l'acheter ou le commander. Pour les vacances, c'est super. Il y a plein de choses à lire. Merci beaucoup. Fanny ? Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Fanny Petitbon, je suis responsable France pour l'ONG 350.org, qui est une ONG qui se mobilise pour la justice climatique, notamment en faisant tout pour garder les énergies fossiles dans le sol et développer les énergies renouvelables en utilisant le pouvoir citoyen. Mais j'ai un peu de deux casquettes ce soir. Parce que j'ai contribué à cette revue quand j'étais encore responsable plaidoyer pour l'ONG CARE France, il y a peu de temps, jusqu'à début mai. Et c'est ça dont je vais pas mal vous parler ce soir. Donc CARE est un réseau international humanitaire qui se bat pour les droits des femmes à travers le monde, des femmes et des filles, et qui se
se mobilise depuis des années sur les enjeux climatiques, notamment les enjeux d'adaptation des populations les plus vulnérables, parce qu'elles subissent une injustice dont elles ne sont pas responsables. Donc voilà, je vous en parlerai aujourd'hui. Merci beaucoup. Moumouni, est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour vous présenter? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Donc, c'est Moumouni Kinda. Je suis médecin et directeur général de l'ONG à Lima. Donc, je participe à cette conférence depuis Dakar parce que c'est là que nous avons notre siège opérationnel. Et donc, avant d'être directeur général, j'ai occupé diverses fonctions pour à Lima sur le terrain et ensuite au niveau du siège comme médecin de desk, ensuite responsable programme, directeur des opérations et après directeur général. Donc, auparavant, j'ai aussi travaillé pour Médecins sans frontières. Donc, je suis très ravi d'être à cette conférence avec vous. Merci beaucoup pour vos présentations. Donc, histoire de rentrer directement dans le contexte, est-ce que, donc, une question pour chacun des participants, est-ce qu'on peut émettre, pour l'instant, les grands défis aujourd'hui de l'aide internationale? Alors, marqué évidemment pour des grands conflits médiatisés, mais également par des crises oubliées, des changements climatiques. Donc, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez faire, voilà, peut pas un listing, mais en tout cas évoquer quelques points d'urgence, à votre avis, pour l'aide internationale? Je vais commencer, si tu veux, rapidement pour dire, et je ne vais pas être exhaustif, mais voilà, le contexte, c'est la multiplicité des crises, un empilement de crises majeures, avec des mortalités très importantes des civils, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza aujourd'hui, donc dans des zones très urbaines, mais aussi des conflits qui marquent les populations au Soudan aujourd'hui ou en RDC de longue date. On voit donc des enjeux pour pouvoir avoir une aide proportionnée en fonction de cet impact sur des conflits et des territoires variés, où il y a à la fois des contextes où on va dire les systèmes de santé sont à la traîne, mais aussi des contextes où il faut pouvoir apporter, si on est une ONG médicale, des réponses d'un très haut niveau et pas se contenter, je dirais, de certaines lignes médicamenteuses ou de pratiques de base. Je prends l'exemple notamment des pratiques en Ukraine ou ces dernières années au Liban, où il a fallu être sur des propositions d'opérationnalité, notamment médicale, qui étaient d'un certain niveau. Ça ne veut pas dire que dans les autres pays, le niveau n'est pas conséquent, mais par rapport à certains traitements, par exemple, certaines lignes de traitement, il y a des pressions et des pratiques qui nous amènent à être exigeants à plein d'égards. Donc une diversité de conflits, un fort impact sur les humanitaires et sur les civils. On estime aujourd'hui à près de 300 millions le nombre de personnes qui sont en besoin d'assistance. On estime qu'il y a environ une quarantaine de pays qui ont besoin d'une aide chronique, donc une augmentation, on va dire, des pays et des personnes dans le besoin. Et puis, en gros, un budget estimé à 250 milliards de dollars, 200 milliards pour l'aide publique au développement et 50 milliards pour l'aide d'urgence. Donc il y a ce défi-là, la multiplicité des conflits, la multiplicité des acteurs aussi. La géopolitique de l'aide concentre différents types d'acteurs avec des intentions, des principes différents. Il y a l'aide étatique, on en parlera, avec toutes les limites que ça impose, l'aide des ONG. Et dans la myriade des ONG, on sait bien qu'il y a à boire et à manger, entre celles qui sont plus ou moins indépendantes, celles qui sont opérateurs d'État, celles qui sont les bras armés de certains États. Et puis, il y a des acteurs originaux, la philanthropie privée, mais aussi les acteurs d'obédience mystique ou religieuse qui continuent à voir leur essor se majorer, y compris notamment en Afrique, mais pas que, et qui sont de vrais acteurs à part entière intégrés à la géopolitique de l'aide. Vous avez aussi évidemment la crise climatique et la crise de la biodiversité qui accentue les problématiques, y compris qui impactent le fonctionnement des associations dont la plupart, que ce soit Alima, MDM, MSF ou d'autres, ont aussi l'intention de diminuer l'impact carbone de leurs opérations. Et puis vous avez évidemment la question des financements qui sont soumis toujours à instrumentalisation et à
politisation, quand on sait que la plupart des financements, on va dire, de l'aide internationale viennent encore du Nord, que c'est en gros 20 pays qui sont un peu en tête de pont, avec l'Europe, qui n'est pas un pays bien sûr, les États-Unis, entre autres. Et donc le fait d'avoir une concentration de pays sur les financements de l'aide soumet cette aide à une politisation, et on l'évoquera dans la discussion. Enfin, peut-être le dernier point aussi qui... mon point de vue est original dans l'actualité des choses à discuter aujourd'hui et à la veille d'échéances électorales qui pourraient amener en France à une évolution politique pas forcément joyeuse, enfin ça dépend des points de vue, en tout cas c'est le mien. On voit bien que la question de l'espace humanitaire, soutenue en théorie par le droit humanitaire international, on va dire dans les zones de conflit, est en difficulté. C'est pas nouveau, hein, le droit humanitaire international n'a pas toujours été respecté, en Afghanistan, en Syrie ou ailleurs, mais on voit aujourd'hui, notamment au Soudan ou à Gaza, que ce droit humanitaire international, il a du mal à protéger les civils et les humanitaires, près de 300 morts humanitaires pour rappel. Donc on voit que cette notion d'espace humanitaire, c'est un combat permanent sur lequel les associations, notamment, qui sont originales dans le champ de la géopolitique de l'aide, doivent se battre. Et pour rappel, cette question d'indépendance de l'aide, cette question d'autonomie des acteurs, elle se pose aussi en terre démocratique en Europe, hein, où, pour rappel, les associations qui sauvent des vies en mer Méditerranée, par exemple, elles sont souvent considérées comme complices de passeurs, elles sont souvent considérées comme des criminels par des acteurs de droite, d'extrême droite. Et donc, ça veut dire que ces associations-là sont un problème aujourd'hui pour les acteurs politiques au pouvoir dans certains pays comme en Italie, demain peut-être dans d'autres pays en Europe. Et donc, il y a un enjeu existentiel qui se pose aussi pour les associations humanitaires, y compris en territoire démocratique. Et c'est aussi de ces choses-là qu'on discutera aujourd'hui. Merci Jean-François. Moumouni, est-ce que vous voulez intervenir alors sur les grands défis aujourd'hui de l'aide internationale? Oui, juste pour compléter Jean-François, parce qu'il a été assez exhaustif. Moi, je rajouterais quand même la difficulté de financement de l'humanitaire. On sait que les crises, elles se multiplient et donc on assiste de plus en plus à des arbitrages. Donc, on me dira que la vie, elle est faite de choix, mais bon, là, on ressent vraiment ces choix qui sont apportés d'une part du côté des donateurs, mais de l'autre côté également de la part des humanitaires, parce qu'effectivement, il faut regarder les crises les plus aiguës. Ça veut dire que on voit de plus en plus des populations qui n'ont pas accès, on va dire, à une aide humanitaire. Aujourd'hui, si je prends le cas, par exemple, de la malnutrition, ben, on accepte de plus en plus de plus prendre en charge des milliers d'enfants qui souffrent des formes les plus sévères de malnutrition et ça devient de plus en plus acceptable. Donc, ce que je trouve dommage. Alors, je pourrais citer aussi, parce que c'est quelque chose que nous voyons, la forte bureaucratisation de plus en plus. Donc, on demande aux humanitaires de plus en plus, enfin, il y a de plus en plus d'exigences qui font que la priorité apportée aux bénéficiaires, ben, elle n'est plus vraiment une réalité, alors que nous savons que ben, pour un médecin, par exemple, il est plus important pour lui, en fait, de passer plus de temps auprès, on va dire, de la personne qu'il veut assister plutôt que de remplir, on va dire, des documents administratifs. Cela ne veut pas dire que la redevabilité et l'exemplarité on doit être remis de côté, mais voilà, on doit trouver quand même un juste milieu. Donc, Jean-François l'a souligné, c'est aussi la forte insécurité qui fait que de plus en plus, voilà, on assiste, on va dire, à des, comment on appelle ça, des populations qui souffrent, qui meurent, j'ai envie de dire, quasiment dans le silence. Donc, quand on regarde le Soudan aujourd'hui, on n'arrive pas à opérer au Soudan, ou alors, quand on arrive à y aller, c'est vraiment dans des zones qui sont plutôt très sécurisées, on va dire, pour nous. Et pour moi, en fait, cela n'est pas acceptable puisqu'on doit pouvoir assister toutes les populations. Et cela veut dire que, quelque part, le droit humanitaire n'est pas respecté. Et ça se passe de plus en plus. En tout cas, personnellement, je le vis. Alors, c'est aussi, il y a un aspect que je voudrais souligner, c'est-à-dire l'extension géographique des crises.
j'ai même envie de dire que de plus en plus, on voit des crises qui arrivent dans des pays même développés, même bon, si ça n'a pas forcément la même connotation. Donc, cela veut dire que quelque part, les États, mais aussi les humanitaires, vont être de plus en plus sollicités. Et cela est certainement lié, on va dire, aussi au changement climatique. Donc, on peut parler de sécheresse, d'inondation, mais n'oublions pas, hein, en 2020, on a connu le Covid, et qui sait ce qu'on verra demain comme autre pandémie. Donc, ça, c'est quelque chose de plutôt nouveau. Enfin, on a connu des crises, des pandémies dans le passé, mais en tout cas, pour nous, qui vivons actuellement, c'est quelque chose d'assez nouveau et il faut qu'on apprenne, en tout cas, comment on appelle ça, à mieux gérer, on va dire, ces crises-là, aussi bien dans leur ampleur que dans leur complexité scientifique et autres. Donc, il y a aussi la forte médiatisation de toutes ces crises, mais aussi de l'humanitaire qui fait que bah, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri non plus de désinformation et de toute information qui peut avoir tendance, on va dire, à rendre plus compliqué voilà, l'aide humanitaire sur le terrain, voire à mettre en danger un certain nombre d'humanitaires. Donc, je m'arrête là pour laisser peut-être les autres collègues compléter. Merci. Fanny? Je ne sais pas si j'ai envie d'en rajouter parce que vous allez être complètement plombé avant la deuxième question. Forcément, moi, je vais rebondir sur ce que disait Moumouni par rapport à l'urgence climatique et pas la crise climatique. Les mots ont un sens. Pourquoi parler d'urgence et pas de crise? Parce que la crise, c'est l'idée que ça va pouvoir se terminer, qu'on va pouvoir retrouver une vie normale. Et ça, ce sera plus jamais le cas, en fait. Il y a entre 3,3 et 3,6 milliards d'individus à l'échelle mondiale qui vivent déjà dans des zones extrêmement vulnérables, des pays, des localités, des villages extrêmement vulnérables au changement climatique. Ce n'est pas un chiffre qui vient des ONG, c'est un chiffre qui vient du GIEC. Donc la réalité du changement climatique, elle est là. On l'a vu cette année. Alors évidemment, vous allez me dire ce soir, vous êtes arrivé avec la flotte, on est début juillet. Beaucoup de gens confondent météo et changement climatique, mais j'espère pas trop dans cette salle. Malheureusement, mai 2024, c'est le 12e mois d'affilée où la planète a battu un record mensuel de température. Ça s'était jamais vu. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et on le voit, en fait, plus personne n'est épargné par le changement climatique. On peut l'appeler dérèglement, bouleversement, parce que quand on dit réchauffement, les gens vont tout de suite dire « regardez, il flotte en juillet en France, donc il n'y a pas ça ». Le fait est que la planète est complètement déboussolée. On l'a vu tout récemment avec des vagues de chaleur meurtrières, notamment en Asie du Sud, Asie du Sud-Est, des températures allant jusqu'à 45-50 degrés en Inde, en Thaïlande. Donc ça veut dire des écoles qui doivent être fermées parce qu'on ne peut pas faire classe à des enfants. Ça veut dire des gouvernements qui disent à leur population de ne pas sortir de chez elles. Et ça veut dire aussi des gens qui meurent. Il y a eu 30 personnes qui sont mortes tout récemment en Thaïlande suite à une vague de chaleur. Il y a eu des pluies diluviennes qui ont touché Dubaï. Anecdote, c'était pendant une réunion de représentants de différents gouvernements sur le changement climatique. Donc ces personnes ont été cloîtrées dans leur chambre d'hôtel pour négocier sur le fonds pertes et dommages. C'est vous dire l'ironie de tout ça. Ce qu'on voit, c'est que même si personne n'est épargné, malheureusement, c'est les personnes les moins responsables du changement climatique qui subissent les pires impacts, notamment les populations du Sud global. On cite souvent les chiffres de nos collègues d'Oxfam. Notamment, il y a un rapport assez récent, 2023, qui disait que les 1% les plus riches de l'humanité émettent autant de CO2 que les 2 tiers du reste de l'humanité. Donc ça, c'est bien sûr l'impact de mode de vie, de nos modes de production, de consommation, comme si on avait une infinité de ressources, ce qui n'est pas le cas. Et au-delà des populations les plus vulnérables des pays du Sud, on voit aussi qu'il y a des segments marginalisés de la population, notamment les femmes, les personnes les plus âgées, les populations autochtones, les personnes LGBT,
LGBTQ+, qui malheureusement subissent aussi de plein fouet. C'est un millefeuille de discrimination. Donc le changement climatique ne fait que s'ajouter à ça. Et on parlait tout à l'heure de médiatisation ou pas. Alors CARE, pour l'organisation pour laquelle je travaillais précédemment, sort tous les ans en janvier un rapport qui s'appelle Breaking the Silence, briser le silence sur les 10 crises humanitaires les moins médiatisées. Ça fait 6 ou 7 ans maintenant que CARE fait ça. Et la tendance grandissante, c'est qu'on voit déjà sur les 2 derniers rapports, c'est que des pays africains qui sont dans cette liste-là, que 6 des 10 crises les moins médiatisées sont liées directement aux impacts du changement climatique. Pour vous donner une petite idée, il y a eu 260 fois plus d'articles en 2023 sur la sortie du film Barbie que sur la crise qui touche l'Angola, due à des sécheresses et à des inondations qui s'alternent malheureusement. Un élément aussi que je voulais mettre en avant, et malheureusement ça risque de ne pas s'améliorer à partir de la semaine prochaine, c'est aussi les coupes budgétaires. Moumouni en parlait, la France elle n'est pas exempte. Si sur l'aide humanitaire, sur les financements humanitaires, la France a plutôt été sur une pente ascendante, sur l'aide publique au développement, il y a eu des coupes budgétaires qui ont été annoncées en tout début d'année, là en février 2024, notamment une coupe de 742 millions d'euros dans le budget de l'APD, moins de 6 mois après qu'Emmanuel Macron ait accueilli ici même à Paris un sommet qui était censé être un sommet du choc des financements pour le climat et pour le développement. Donc Emmanuel Macron n'avait aucun complexe, problème à faire venir des chefs d'État et de gouvernement du monde entier pour que 6 mois après, en fait, la France rabote, fasse des coupes budgétaires et que forcément l'aide publique au développement soit l'une des premières victimes. Il y a aussi eu un report de la part du gouvernement actuel sur le fait d'atteindre les 0,7% du revenu national brut, qui est une promesse qui a plus de 30 ans de la part d'un certain nombre de pays occidentaux. La France s'était engagée à le faire d'ici 2025. Et maintenant, ce n'est pas avant 2030 et potentiellement maintenant plus tard. Donc, il y a ça. Et bien sûr, c'est sûr que ce qui se passe en ce moment en France est extrêmement préoccupant aussi pour la capacité de nos organisations à pouvoir opérer et pouvoir aider les populations les plus vulnérables. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant qu'on a évoqué cette réalité difficile et les nombreux défis pour l'aide internationale, donc Jean-François, tu rappelais la complexité du contexte géopolitique et notamment les difficultés d'intervention, le volume financier engagé et finalement toujours cette difficulté pour les organisations de trouver des systèmes de financement viables. Moumouni, tu le rappelais également, ainsi que les crises sous silence, les crises oubliées, les populations qui sont dans un total désarroi et dont on ne parle pas sur la scène médiatique, l'urgence humanitaire, l'urgence climatiques qui sont tous deux associés. Finalement, aujourd'hui, et là je poserai plutôt la question à Jean-François, l'aide internationale est aussi beaucoup critiquée et décriée. On pense notamment à l'aide, à l'asymétrie de l'aide, à l'aide, la solidarité choisie, l'aide conditionnée, de la part des pays donateurs. C'est notamment ce qu'on a voulu développer dans cette RIS, l'aide internationale comme un instrument, un instrument d'émancipation potentiellement pour les organisations de la société civile, mais surtout un instrument de contrôle. Est-ce que tu pourrais peut-être développer sur ce sujet ? Oui, on a vu que l'aide, évidemment, en tout cas l'aide est conditionnée par beaucoup d'éléments géopolitiques. Surtout si on s'attache à différencier dans la typologie des acteurs, les acteurs étatiques qui ont toujours politisé leur aide et parce que c'est consubstantiel à ce qu'ils sont, les États, ils défendent des intérêts politiques, économiques, sociologiques et donc l'aide des États a toujours été politique. Alors, c'est vrai que moi je suis en désaccord avec certaines stratégies de plaidoyer de certains des collègues, y compris un médecin du monde parfois, qui disait qu'il fallait axer les angles de plaidoyer sur le fait de demander aux États de
d'être moins dans la politisation de l'aide. Je pense que c'est un vain mot, qu'on n'arrivera jamais à dépolitiser de l'aide étatique, parce qu'encore une fois, l'aide des États, par nature, a toujours été politique. Là où on pourrait leur demander de faire un peu attention, c'est de limiter les risques de confusion militaro-humanitaire, de créer les conditions de ne pas nuire dans leur approche opérationnelle ou stratégique. Et donc sur ça, évidemment, il faut continuer à mettre la pression sur les États pour limiter cette confusion, de la même manière qu'il faut mettre la pression sur les politiques antiterroristes mis en avant, les politiques de contre-terrorisme mis en avant par notamment les bailleurs occidentaux, qui, vous le savez, tendent à créer les conditions d'une mise en difficulté des opérateurs de terrain financés par leurs propres fonds, en leur demandant et en leur expliquant que si vous êtes en situation de négocier avec des groupes identifiés comme terroristes, alors vous êtes potentiellement considérés comme des complices. Et ça, quand on est dans la vraie vie du terrain, lorsque l'on est obligé de devoir discuter, et c'est souvent le cas avec des tortionnaires, parce que l'objectif, ce n'est pas de les arroser ou de leur faire plaisir, mais de toucher les populations civiles des territoires qu'ils administrent, eh bien, ça pose des problèmes. Et que ce soit dans la diplomatie classique, ou la diplomatie humanitaire, ou tout ce que j'appelle la diplomatie humanitaire, c'est-à-dire les négociations de terrain, que vous avez toutes plus ou moins fait si vous avez fait du terrain ici, devoir être obligé de discuter avec des acteurs qui ne sont pas forcément recommandables, mais par lesquels il faut devoir passer pour pouvoir toucher les populations civiles. Si vous êtes contraint par des politiques contre-terroristes qui estiment que vous êtes complice du fait des discussions que vous avez avec eux, ça va être compliqué de préserver un espace humanitaire indépendant et la possibilité d'avoir des opérations, y compris sur des territoires dirigés par des acteurs responsables de crimes de guerre, de crimes de masse ou autres. Donc cette question, elle se pose pour nos associations, elle s'est toujours posée, hein. On a toujours été, que ce soit en Corée du Nord, en Afghanistan ou dans certains territoires, République centrafricaine ou ailleurs, dans des situations de mise en tension des principes humanitaires, d'indépendance, d'impartialité, notamment, voire de neutralité, lorsqu'il s'agissait de devoir négocier avec des acteurs peu recommandables, mais pour pouvoir toucher la population civile. Ce qui n'a pas posé de débat au sein des associations, savoir jusqu'à quand on reste, jusqu'à quand on négocie ou pas avec le diable. Et ça, c'est des questions qui se posent en permanence sur le terrain. Mais lorsque vous êtes contraint par des cadres de politique, notamment antiterroristes, qui d'emblée vous expliquent que vous êtes potentiellement des complices de terroristes si vous discutez avec eux, c'est problématique. Donc ça, c'est un axe important de discussion aujourd'hui, de plaidoyer dans les enjeux, voilà, entre autres, qu'on a rappelé tout à l'heure. Donc les crises oubliées, on l'a vu, c'est un enjeu majeur, conditionné par des choix stratégiques de financement et des États. Et on a vu comment des financements ont été réorientés au début de la guerre en Ukraine, financements qui étaient normalement prévus pour l'Afghanistan, pour le Yémen, entre autres, et pour la plupart ont rebasculé vers l'Ukraine, indépendamment de la considération du volume des besoins, indépendamment de considérations humanitaires pures, mais dans le cadre de stratégies et d'intérêts géopolitiques calculés. Donc, sur les difficultés d'intervention et de contexte, la question de la politisation de l'aide est un vrai sujet, parce que, encore une fois, les acteurs étatiques l'utilisent à outrance et noient le poisson et créent une confusion entre, on va dire, acteurs indépendants et acteurs étatiques institutionnels. L'autre enjeu qui me semble important et que je traite dans mon papier, c'est évidemment sur cette politisation de l'aide, la manière dont elle peut mettre en difficulté des acteurs de terrain. On l'a vu lorsque la France a décidé, dans la continuité de ce que tu disais Fanny, de stopper les financements pour les acteurs associatifs internationaux et locaux, au Burkina notamment, avant c'était le Mali et le Niger, ce qui a mis en difficulté les acteurs de terrain, notamment les associations qui sont financées en grande majorité par des fonds institutionnels. Alors ça renvoie à une réflexion plus globale pour les ONG dans ce contexte qui ne va pas forcément s'améliorer dans les années à venir, de repenser leur rapport aux États, aux bailleurs, et comment créer les conditions dans un modèle économique interne, ne pas dépendre que d'un seul bailleur, créer les conditions
d'une indépendance qui est construite sur le choix des dépendances. C'est vraiment ça la question, si on veut pouvoir s'émanciper des pressions des États et de leur financement. Donc la politisation de l'aide, on le voit, permet du jour au lendemain, dans les contextes géopolitiques compliqués, pour les États d'utiliser ce levier comme moyen de pression sur l'ennemi, je dirais, d'en face. Voilà, ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit vigilant. Et puis l'autre élément que j'aborde aussi dans mon papier dans ce contexte global, c'est la manière dont aussi les États, et on est encore dans une logique d'instrumentalisation de l'aide par les États, comment les États utilisent l'aide aussi humanitaire pour dépolitiser des contextes et dépolitiser des ayants droit. Et là, je fais évidemment référence à la situation à Gaza, où on voit aujourd'hui comment, notamment l'aide américaine, la fameuse jetée qui n'a jamais été fonctionnelle, les espèces de pseudo-largages qui tuent beaucoup de personnes qui ont un coût démentiel et qui ne répondent pas aux besoins, comment cette aide qui est mise en avant en termes de communication étatique est un paravent moral, une forme d'aumône humanitaire pour ne pas rentrer dans le vif du sujet, qui est la remise en question d'un blocus maritime, aérien et terrestre, qui est un contexte de guerre où des civils et des aidants meurent dans des proportions inacceptables. Et donc, c'est utiliser, on va dire, la rhétorique humanitaire comme paravent moral à la couverture d'une forme de complicité des drames qui sont en cours. De surcroît, si on rajoute le fait que les Américains, dans ce contexte, non seulement n'arrivent pas à mettre en place une aide humanitaire proportionnée avec leur jetée, mais dans le même temps arrivent très bien à fournir des armes en continu à l'armée israélienne pour continuer à faire le blocus et les massacres qu'on connaît. Donc voilà, moi j'ai traité ces éléments-là dans l'article de cette revue internationale stratégique sur la question du conditionnement de l'aide étatique à des éléments géopolitiques, et encore une fois, c'est pas nouveau et ça va continuer, c'est normal. La manière dont cette aide est instrumentalisée selon les conflits pour marquer des insuffisances politiques, je l'ai évoqué. Voilà, et ça renvoie à une réflexion de fond globale qu'on doit avoir en permanence au sein des ONG, qui sont, on va dire, des acteurs qui sont censés être originaux dans le champ des relations internationales et qui sont un peu en rupture avec les acteurs étatiques qui, eux, légitimement, peuvent aussi fournir de l'aide. Ce n'est pas le sujet. Voilà. Pour entretenir ce statut pour les ONG d'acteurs originaux dans le champ des relations internationales, il faut vraiment continuer à repenser notre relation aux bailleurs, entretenir la possibilité de ne pas dépendre que d'eux. Alors je sais, c'est pas facile, pouvoir bénéficier de financements issus des collectes de la générosité du public, c'est des années d'investissement, c'est des choix politiques qui payent au bout de dizaines, voire vingtaines d'années, et c'est pas la possibilité pour toutes les associations de pouvoir avoir des fonds comme ça privés. Mais c'est la possibilité de se retourner vers d'autres types de financements, comme des fondations et une nouvelle philanthropie qui peut aussi créer les conditions pour les associations d'une diversification des financements et pas dépendre que de bailleurs institutionnels. Donc voilà, l'enjeu est important pour moi sur la question des principes d'impartialité, d'indépendance. Vous l'aurez compris, construit cette indépendance sur le choix des dépendances, d'être dans des logiques de désintéressement, d'être évidemment apolitique, ce qui ne veut pas dire ne pas être dans le champ du politique, dans la défense du droit humanitaire international, dans la défense de certains enjeux, notamment lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales, et de pouvoir le faire avec des moyens pour les acteurs humanitaires qui leur donnent la possibilité d'être en tension, en réaction, en contre-pouvoir, y compris dans nos démocraties, vis-à-vis des États qui, aujourd'hui, pour la plupart, sont en train de remettre en question et le financement et le respect des institutions internationales, je pense à la Cour internationale de justice, au Tribunal pénal international. Voilà, des univers qui se transforment et pour lesquels il faut dès maintenant se préparer pour entretenir le contre-pouvoir. Merci beaucoup Jean-François. Donc finalement, on est dans un contexte où l'aide est conditionnée, il y a une asymétrie au niveau de l'aide internationale, un 2 poids 2 mesures ou double standard. On se rend compte quand même que toujours dans l'idée d'émancipation de l'aide, que les organisations de la société civile représentent un socle dans la mise en place d'aide humanitaire et de programmes de développement. C'est notamment ce qu'évoque Nathalie Ernoult
Clarisse Loelumu ainsi que Larissa Kojé dans leurs articles. Là, j'aurais plutôt une question pour Moumouni. Comment finalement valoriser les capacités locales et faire en sorte que les organisations de la société civile des pays récipiendaires représentent les sachants en matière d'aide, en matière d'action humanitaire, d'action du développement, et finalement ne pas les poser comme prestataires de l'aide. Quels sont les moyens de rendre les rapports partenariaux plus équitables entre les acteurs de l'aide du Nord et des Suds? Ok. Alors, c'est une grande question, hein, mais alors, je dirais que la réponse, elle réside vraiment dans le partage de pouvoir. Je pense que il faut qu'on accepte de partager le pouvoir avec ses partenaires, parce que je considère que c'est des partenaires. Et on sait tous que en cas de crise, en fait, c'est eux qui vont répondre en priorité, voire qui vont nous donner les éléments pour que nous puissions décider d'arriver et voire de renforcer en tout cas l'action humanitaire. Donc, il faut tout simplement accepter cela. Si je prends l'exemple d'Alima, je sais que nous travaillons avec un certain nombre d'associations locales, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et ces associations-là, nous les avons invitées au sein du conseil d'administration d'Alima parce que, voilà, nous sommes conscients que il faut éviter de faire vraiment de la sous-traitance, véritablement, on va dire, de l'action humanitaire et donc faire l'action humanitaire avec eux, décider de quoi faire l'action humanitaire, donc faire, on va dire, identifier les besoins avec ces personnes-là, avec ces associations, mener l'action humanitaire, faire des évaluations, on va dire, d'impact avec ces associations-là. Donc ça, c'est un critère qui est, pour moi, qui est assez important. Alors, de l'autre côté, il faut aussi accepter, je vais dire, de partager aussi, en plus du pouvoir, j'ai envie de dire, les ressources. Et c'est en cela que peut-être les personnes, en tout cas les institutions qui financent aussi l'action humanitaire, ont un rôle important à jouer, c'est-à-dire de travailler à faire de sorte que les ONG, quelles qu'elles soient, internationales ou locales, puissent avoir les moyens, les leviers pour véritablement travailler, pour que chacune puisse avoir en tout cas les moyens de pouvoir mettre en œuvre l'aide humanitaire. Donc, pour cela, il faut qu'on puisse aussi, comment on dit ça, encourager les différents acteurs à tenir compte de l'expertise locale. C'est très important. Donc, assez souvent, nous avons, on va dire, des centres de décision qui sont ailleurs. Donc, qui sont hors si vous voulez, des zones d'implémentation des projets. Et je pense que ça ne facilite pas non plus les choses parce que on est loin d'eux, on vit un peu moins, on va dire, leurs difficultés au quotidien. Oui, évidemment, on pourra toujours dire on fonctionne par proxy et qu'on a des représentants au niveau local, mais j'ai envie de dire que ça ne suffit pas. Et je pense qu'il faut travailler à faire de sorte à capter, on va dire, les expertises qui proviennent aussi de ces associations-là pour permettre en fait une saine émulsion dans l'ensemble des organisations, qu'elles soient du Nord ou du Sud. Et pareil, moi, je crois beaucoup vraiment à la force de la diversité. Et je pense que c'est dans la diversité qu'on arrive, en tout cas, à trouver la meilleure manière, on va dire, d'adresser les problèmes. C'est dans la diversité qu'on arrive à mieux capter les besoins, on va dire, des populations qui ont besoin de l'action humanitaire. Donc, chez Alima, on essaie de mettre ça en œuvre, mais évidemment, ça a ses difficultés. Ça a ses difficultés parce que, comme je l'ai dit au début, accepter de partager le pouvoir,
ben, voilà, c'est pas évident. Partager les ressources financières dans un contexte de réduction, on va dire, des financements et de multiplication des crises, ce n'est pas non plus évident. Et Jean-François a fait le lien avec l'indépendance, c'est-à-dire pour être indépendant, il faut véritablement se détacher, on va dire, des institutions et des structures politiques qui financent, on va dire, l'aide humanitaire. Et donc, j'ai envie de dire aussi que la société civile, d'une manière générale, a un grand rôle à jouer pour permettre aux ONG internationales ou locales de pouvoir justement participer au jeu. Parce qu'au final, si on a de plus en plus de financement qui provient, on va dire, des individus et de la société civile, ben, l'aide sera un peu moins politisée, ou en tout cas, s'il y a de fortes recommandations, elles viendraient finalement de la société civile, et je pense que ce serait bénéfique de manière globale. Donc, voilà un peu quelques éléments que je pourrais citer par rapport à la question. Merci beaucoup, Moni. Effectivement, aujourd'hui, on est face à de nombreux défis. Fanny, vous évoquiez notamment l'urgence climatique. Effectivement, l'ensemble de la communauté humaine est face à l'urgence climatique. C'est un grand défi pour l'aide internationale. Cependant, il est vrai que les affections ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des populations. Les pays les moins avancés, les pays en voie de développement, dont les populations sont finalement les plus pauvres, sont les plus vulnérables face à l'urgence climatique. Donc, une question finalement, aujourd'hui, comment remettre la dégradation de l'environnement au centre des débats et aborder une justice climatique? Et comment rendre les organisations de la société civile, des pays récipiendaires évidemment, plus autonomes, en capacité de porter leur voix et de porter des plaidoyers au plus haut niveau? Vaste question. Je pense que pour remettre ce sujet au centre du débat, faut juste regarder autour de soi. En fait, il n'y aura pas d'emploi, il n'y aura pas de futur sur une planète brûlée. Donc en fait, si on n'agit pas maintenant, on a en gros, chaque année, on réduit le nombre d'années pour dire la fenêtre d'opportunité se réduit. Mais là, le secrétaire de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, donc la CNUC, M. Simon Steele l'a dit, en gros, les États ont 2 ans pour se remettre sur les rails de l'accord de Paris. Parce qu'il s'est passé quelque chose de phénoménal. À l'époque, on n'a pas voulu l'appeler historique, parce que malheureusement, la planète n'était pas sauvée. Mais en signant au Bourget cette déclaration à tout faire pour rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique, les pays du Sud avaient enfin été entendus, avec bien sûr beaucoup de limites à ce texte, mais en fait, on voit année après année que les pays les plus responsables, que les industries des énergies fossiles continuent leur business as usual. Et vous pourriez vous dire, du coup, c'est fini, c'est foutu. Non, parce que en fait, ce qu'on voit aussi, et je trouve qu'en ce moment, c'est d'autant plus important ce message d'espoir, que quand des individus, des groupes divers, parfois pas toujours avec exactement les mêmes envies, les mêmes intérêts, mettent en commun leurs expertises, leurs réseaux, on peut vraiment, vraiment faire bouger les lignes. Et moi, dans l'article que j'ai rédigé pour la revue, j'ai parlé du combat qui a été mené ces 30 dernières années sur la question des pertes et dommages ou pertes et préjudices, qui a un nom un petit peu barbare pour parler des impacts irréversibles du changement climatique. Des territoires, des îles qui disparaissent face à la montée du niveau des mers. C'est notamment le cas dans le Pacifique. Des populations qui sont forcées d'être déplacées. Et parfois, elles se déplacent, mais en n'étant pas forcément ensemble. Donc, il y a des langues, des héritages, des cultures qui se perdent. Et ça arrive aux quatre coins du monde. Il y a l'érosion côtière au Sénégal, mais ça commence aussi sur la côte aquitaine, avec des villages qui doivent être des personnes qui doivent abandonner leur maison. Et en fait, ce sujet-là, je ne vais pas vous faire les 30 ans parce qu'on sera encore là demain, mais pour vous dire que sur les 3 dernières années,
c'est débloquer un sujet qui, pendant 30 ans, avait été bloqué par les pays occidentaux et en particulier par les États-Unis, derrière lesquels se cachaient de manière tout à fait opportuniste l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne, qui ne voulaient pas avoir à payer pour ces impacts-là, parce qu'ils savaient très bien que si on regardait qui était responsable, ça voulait dire que c'était à eux de payer. Et donc, au moment de la COP21, les pays du Sud ont arraché le fait d'avoir un article dans l'accord de Paris qui reconnaît le fait que les pertes et dommages sont différents de l'adaptation. L'adaptation, ça veut dire que vous pouvez continuer à vivre là où vous viviez. Vous allez peut-être utiliser différentes semences. Vous allez peut-être commencer à diversifier vos sources de revenus. Les pertes et dommages, ça veut dire que votre vie est bouleversée, qu'il va falloir partir, que peut-être vous allez perdre votre vie. Et pas fou, les États-Unis, et c'est ce qui a tenu en haleine jusqu'aux dernières heures de la COP21, se sont assurés qu'il y avait un paragraphe qui disait « Ok, on a reconnu les pertes et dommages, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on signe un chèque en blanc. On ne peut pas nous tenir juridiquement responsables d'avoir à payer ça. » Et en parallèle, il y avait cet engagement depuis la COP de Copenhague, donc c'était il y a quelques années quand même, c'était en 2009, de fournir 100 milliards de dollars aux pays du Sud, au plus tard en 2020, pour les aider à réduire leurs émissions, les aider à s'adapter. Cette promesse, elle n'a finalement été honorée que l'année dernière, avec 2 ans de retard. Et en fait, ce sujet des financements climatiques a extrêmement crispé les discussions entre pays du Nord et pays du Sud dans les négociations internationales pour le climat. Parce qu'en gros, l'idée de l'accord de Paris, c'est que tout le monde doit mettre la main à la pâte, mais que certains ne mettent la main au portefeuille. Et qu'en fait, les pays occidentaux ont traîné et que la facture des impacts climatiques, elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a fait qu'augmenter parce que le plus tard, on aide les pays du Sud à déployer les énergies renouvelables, à transférer des compétences, eh bien, le plus, ils doivent faire face à des impacts. Parce qu'évidemment, ils vont aller exploiter les énergies fossiles dans le sol. Et qui serions-nous, franchement, occidentaux, pour aller leur dire de ne pas aller chercher ces énergies fossiles dont ils disposent pour leur propre développement ou pour le vendre à des pays comme les nôtres. Et pourquoi il faut être positif ? Eh bien parce que à Glasgow, à la COP26, c'était en 2021, les pays du Sud ont dit qu'il y en a marre. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Vous ne nous donnez toujours pas l'argent. Nous, maintenant, on veut un fonds, un mécanisme dédié pour les pertes et dommages. Évidemment, les pays du Nord ont balayé ça du revers de la main, leur ont dit oui, on va faire un dialogue pendant 3 ans, on va vous écouter, et puis peut-être qu'à la fin, vous donnerez de l'argent. Et en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à ce moment-là, il y avait un rouleau compresseur qui s'était mis en marche, avec une mobilisation des pays, des gouvernements des pays du Sud, de la société civile. Et quand je dis la société civile, c'est les ONG environnementales, les représentants des peuples autochtones, les organisations de défense des droits des femmes, les organisations de la jeunesse, les syndicats. On a fait du sujet du financement des pertes et dommages le cheval de bataille de la COP 27. Et ensemble, alors tout le monde n'a pas forcément contribué de la même manière, mais par nos différentes expertises, en fait, on en a fait le sujet de l'année. Et eh bien, alors que les pays du Nord, même y compris la France à ce moment-là, nous disaient non, on ne veut pas en entendre parler, au bout de 15 jours, il y a eu cette décision de créer ce fonds pertes et dommages, alors qu'on nous avait dit non. Et 1 an après, il y a eu la décision de le rendre opérationnel. Et ça, c'était à la COP28, donc à Dubaï, en décembre dernier. Bien sûr, maintenant, il faut que ce fonds ne reste pas une coquille vide. Pour l'instant, les promesses financières sont plutôt en centaines de millions de dollars, alors qu'il faudrait des centaines de milliards. Mais c'est une victoire énorme à l'échelle. Vraiment, se dire que, voilà, en 3 ans, on a débloqué quelque chose qui était impensable en 30 ans. Et puis aussi revenir sur ce qui s'est passé sur les énergies fossiles très brièvement. Les négociations climat ont lieu depuis 30 ans et on ne parlait jamais des énergies fossiles dans les textes de décision de COP. Jamais. C'est ça qui nourrit la crise climatique et c'était tabou parce que les pays de l'OPEP ne voulaient pas en entendre parler. Eh bien là, le fait d'avoir une COP dans un pays producteur de pétrole, évidemment, avec un président de COP, président de la Abu Dhabi National Oil Company,
s'il vous plaît. Eh bien, on a enfin pu briser ce tabou. Et donc, il y a un engagement dans ce texte. Alors, bien sûr, le diable est dans les détails, mais à sortir des énergies fossiles. Maintenant, il va falloir se battre pour que ce soit vite, pour que ce soit équitable et pour que les pays des Suds aient l'argent pour engager leur transition énergétique. Mais en tout cas, juste pour terminer, le message, c'est comment on fait. On ne lâche rien. On est humble. On tend les mains vers les autres. Parce qu'on a beaucoup à apprendre. Le mouvement climat, on s'est aussi beaucoup rendu compte que quand on travaillait sur les pertes et dommages, notamment dans les ONG, on était beaucoup de Blancs, beaucoup d'Européens, beaucoup de Nord-Américains à aller à toutes les sessions de négociation. C'était pas la même chose pour nos collègues d'ONG, d'associations, de représentants des peuples autochtones des pays du Sud, qui étaient prévenus comme nous 2 semaines avant, mais qui n'avaient pas le temps de se retourner pour avoir un visa, pour se payer un billet d'avion, pour se payer un hébergement. Donc il y a un gros travail aussi. On parlait des approches partenariales équitables, sur aussi comment céder notre place et comment être beaucoup, beaucoup plus vigilant, de ne pas toujours être les porte-paroles, les porte-drapeaux, mais laisser les personnes vulnérables parler en leur nom propre. Merci beaucoup, Fanny. Du coup, on fera la transition aussi sur le fait que l'aide internationale est finalement un mécanisme totalement imbriqué dans les dialectiques nord-sud, avec tous les rapports inéquitables que ça engage. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les critiques de l'aide internationale tendent à concevoir une volonté parfois néocoloniale de la part des acteurs du Nord. Les acteurs des Suds sont souvent dans des rapports de sous-traitance. Nous, notre volonté au niveau de cette RIS, c'est aussi de pouvoir être dans la recherche de solutions. Donc, comment valoriser finalement l'expertise et les savoir-faire des organisations de société civile, et notamment face à l'urgence climatique, et ainsi rendre les programmes d'aide plus inclusifs et peut-être plus efficients. Je vous laisse la parole à vous tous. Qui veut commencer ? Je vais enchaîner comme je vais continuer à parler du fonds pertes et dommages. Un exemple très concret. Du coup, je vous ai dit, il y a cette décision qui a été prise de le rendre opérationnel. Donc ça, c'était au moment de la COP28. Et donc là, il y a un conseil d'administration qui a été mis en place avec des représentants d'État. Il se trouve qu'il y a 2 coprésidents pour ce fonds pertes et dommages, dont un, Cocorico, est français. Et en fait, ce conseil d'administration, il n'a pas une tâche facile cette année parce qu'il va devoir mettre en place tout un tas de politiques pour que ce fonds, en fait, puisse recevoir les premières promesses financières et commencer à débourser de l'argent. Parce que c'est ça la priorité, faire en sorte que des pays, des gouvernements, mais aussi des groupements de personnes, des associations locales puissent accéder à ces financements. Eh ben, l'une des plus grosses batailles qui est en train d'être menée, c'est de s'assurer que dans ce fonds-là, il puisse y avoir un guichet d'accès direct pour les populations affectées. C'est-à-dire de ne pas forcément avoir à passer comme par une ONG, comme CARE, comme Oxfam, comme ActionAid, comme MDM, pour avoir accès à ces fonds. Et ça, c'est vachement difficile, parce que pourquoi ? Les ONG humanitaires, les ONG de développement, on est des professionnels de la rédaction de propositions de projets, dans une langue, un jargon technique auquel on s'est habitué forcément de décrypter toutes les 70 pages des appels à projets pour être sûr qu'on ne maximise nos chances de pouvoir accéder à ces financements. Comment vous voulez que des villageois qui parfois ne parlent pas anglais ou alors ne savent pas forcément lire puissent faire ça ? Donc là, il y a tout un travail qui est en train d'être fait pour que, alors non pas la totalité des fonds, parce que souvent, en fait, c'est les solutions à l'échelle locale portées par des groupes locaux. Elles ne demandent pas énormément d'argent. Ce n'est pas des centaines de millions d'euros. Souvent, c'est des dizaines de milliers d'euros dont ces populations ont besoin. Elles vont directement répondre à leurs besoins de la manière la plus efficace possible, parce que ce sont ces populations-là qui connaissent le mieux la Terre, qui ont observé forcément les aléas météorologiques, qui ont vu comment ça changeait, qui ont développé des solutions. Et donc, c'est normal, c'est légitime que cet argent est là et qu'il ne vienne pas uniquement aux ONG. Il y a aussi, bien sûr, l'accès au processus de décision. Et là, il y a tout un travail qui est en train d'être fait sur définir la politique de ce qu'on appelle de la participation des observateurs, observatrices aux décisions
du conseil d'administration du fonds pertes et dommages. Dans d'autres fonds climat, on voit qu'il y a effectivement en général 2 sièges, un pour le Sud, les observateurs du Sud, et un pour les observateurs du Nord. Là, ce qui a été obtenu, c'est d'avoir à chaque fois des représentants d'organisations de défense des droits des femmes, d'organisations des peuples autochtones, d'organisations de la jeunesse. Alors, c'est bien sur le papier. Maintenant, il faut aussi que ces personnes, elles puissent comprendre les codes de ce qui va se passer dans ces instances-là. Parce que moi-même, qui me considère un peu comme une geek du sujet, je vous avoue que l'année dernière, quand j'assistais aux négociations, il y avait des demi-journées où je comprenais mais que dalle à ce qui se disait des experts en financement climat. Alors, qu'est-ce que ce sera pour une représentante d'une communauté bolivienne qui viendrait à ce fonds? Donc, comment leur permettre de comprendre et d'influencer ce qui va être décidé? Donc ça, c'est un enjeu éminemment important. Et puis, revenir aussi, le dernier point que j'avais sur la question de la remise en question de nous, ONG du Nord, notre place, savoir la laisser, que ce soit dans ces instances de dialogue avec des gouvernements, que ce soit dans les médias aussi. C'est très bien qu'on puisse porter ces messages-là, c'est encore mieux si c'est ces populations-là qui peuvent le faire. Et puis, voilà, je vais m'arrêter là. Mais donc, il ne faut pas juste donner la leçon, il faut aussi se l'appliquer à soi-même. Merci beaucoup. Moumouni, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, je veux bien compléter parce que j'ai pris quelques notes, hein. Donc, c'est juste réaffirmer vraiment la centralité des bénéficiaires des populations locales parce que, in fine, c'est elles qui savent de quoi elles souffrent et ce dont elles ont besoin au final pour traverser, on va dire, cette phase difficile dans leur vie. Donc, il faut vraiment que ces populations-là puissent participer en fait au choix et qu'elles ne soient pas juste qu'elles ne reçoivent pas juste, on va dire, une action, quelle qu'elle soit, et qui soit décidée, on va dire, par d'autres parties sans tenir compte de leur avis. Alors, je dirais aussi que il faut aussi remettre en perspective aussi le rôle des différents États, hein, donc notamment les États dans lesquels ces populations elles vivent, pour dire que ces États-là doivent aussi travailler au développement, on va dire, de leur communauté, et notamment l'éducation. Donc, on parlait de la capacité justement de ces communautés à participer, on va dire, à des débats, à les comprendre et à influencer ces débats-là. Donc, il faut pas, les États ne doivent pas se déresponsabiliser. L'éducation et le développement doivent continuer, on va dire, à être prioritaires, on va dire, par rapport à ces communautés-là. Et pour les humanitaires, il faut insister vraiment sur la redevabilité. Donc, la redevabilité vis-à-vis des communautés. Donc, assez souvent, on pense plutôt, j'ai parlé de lourdeur administrative, donc assez souvent, on met tout en œuvre pour rendre compte, en fait, aux bailleurs de fonds, mais il faut véritablement qu'on reparte vraiment sur la redevabilité vis-à-vis de ces communautés que nous assistons. Et je vais prendre un exemple. Là, on a dans un des pays du Sahel où nous avons travaillé avec une association locale. En fait, on s'est retrouvé avec des acteurs de cette association qui nous ont influencés pour que sur la place publique, en fait, toute la communauté puisse être convoquée parce que c'est une communauté qui avait subi de la violence et une bonne partie de la population avait fui, on va dire, cet endroit-là. Donc, sur la place publique, il a été présenté le projet qui allait être mis en œuvre au bénéfice de ces populations. Donc, ce qui nous a permis, en fait, d'avoir le retour de ces populations. Il y a eu également une présentation du budget dans le détail qui sera déployé au niveau de ce projet-là. Donc, de qui au niveau de la communauté, de qui au niveau des leaders va recevoir, par exemple, des incentives pour faire, je sais pas moi, pour son rôle dans une action bien précise. Et je vous avoue que cette manière de procéder nous a permis, en fait, d'avoir une bonne adhésion de la communauté. Et cela nous a permis aussi, on va dire,
d'être protégés par cette communauté-là qui a senti en tout cas qu'il y avait une manière différente de procéder et qui a senti que les équipes qui étaient avec elle faisaient d'une certaine manière partie d'elle. Donc, je dirais aussi que un des rôles aussi, c'est vraiment vis-à-vis de la société civile. Il faut aussi des passerelles de dialogue, de discussion entre la société civile et des différents acteurs. Parfois, on a tendance à éviter ça parce que, évidemment, ça nous questionne, ça nous amène, on va dire, à revoir un certain nombre de pratiques. Mais je dirais que c'est vraiment indispensable. Et pour les associations locales, je l'ai cité, il faut vraiment un meilleur accès aux ressources. Il faut les inclure également dans les instances de décision et d'arbitrage. C'est essentiel. On ne doit pas juste sous-traiter, on va dire, des actions avec elles et les sanctionner quand il se passe quelque chose de mal. Il faut qu'elles puissent être vraiment dans les instances de décision, même si elles ont comment on appelle ça, des capacités qui sont beaucoup moins que les ONG internationales. Donc, il faut également travailler à faciliter leur développement. Donc, je ne dis pas de les développer parce que c'est leur responsabilité de travailler à se renforcer, mais on peut tout à fait avoir quelques égards pour mettre en place un certain nombre de choses pour qu'elles puissent y arriver beaucoup plus facilement. Et je dirais aussi qu'il faut, par rapport à la mobilisation de ressources, il faut aussi que la société civile et les acteurs qui opèrent au niveau du Sud, qu'ils soient d'origine du Nord ou alors des acteurs purement, on va dire, du Sud, que ces acteurs-là aussi puissent contribuer, on va dire, à la mobilisation de ressources. Parce que, bon, pour moi, le rapport équitable, ça ne veut pas dire que les ressources, quelles qu'elles soient financières ou autres, doivent absolument provenir du Nord. Il faut que de plus en plus, en fait, on puisse voir des ressources qui puissent émerger aussi de ces pays-là, parce que bon, des personnes riches, des sociétés qui ont des moyens conséquents, ça existe au niveau des pays du Sud. Et je pense que si on arrive à mobiliser beaucoup plus de moyens vis-à-vis de ces pays-là, on aura des relations un peu plus équilibrées. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à, comment on dit ça, au fait de capitaliser et de tenir compte des compétences locales. Je l'ai déjà dit, donc je passe assez rapidement. Donc, voilà ce que je peux dire, apporter comme élément additionnel. Merci Mouni. Jean-François, je te laisse la parole et puis je te laisse aussi quelques mots pour conclure avant qu'on passe aux échanges. Oui, ou tu vas conclure, ou de toute façon on va échanger, puis peut-être qu'on fera une conclusion après. Non, mais simplement, il a été dit beaucoup de choses par les différentes interventions, notamment sur la question du néocolonialisme, qui n'est pas nouvelle dans la réflexion notamment des ONG ou des acteurs humanitaires. Depuis les années 80, 90, aussi l'apport de l'anthropologie qui a permis aussi de mieux comprendre les logiques des acteurs et mieux arriver à se décentrer lorsqu'on était un occidental qui intervient dans les pays du Sud en pensant qu'il allait intervenir avec ses seules convictions. Donc cette logique, elle a quand même, et cette réflexion, elle a pénétré les associations, et c'était quand même important de faire le point aujourd'hui sur là où on en était, un peu le bilan de cette question, on va dire, du néocolonialisme, mais surtout voilà, où on en est de ce qu'on a appelé le partage du pouvoir, et dans cette logique quand même humanitaire qui, pour rappel, à la base, est censée aider les personnes en situation de difficulté à se restituer dans leur capacité de choix après avoir vécu des instants de rupture face à un État antérieur, dans le cadre de conflits transnationaux, nationaux, dans le cadre de catastrophes naturelles ou autres. Donc cette idée du partage du pouvoir, elle a été pas mal évoquée dans toutes les manières dont, notamment les associations, mais aussi certains bailleurs, y compris étatiques, ont essayé de travailler sur le fait de s'appuyer sur des partenariats locaux, de la société civile, sur des associations locales, sur comment faire émerger aussi des associations ou des modes d'organisation, parce qu'il n'y a pas forcément que des associations, des modes d'organisation qui permettent à des acteurs locaux de pouvoir s'autonomiser, être plus dans les capacités de choix et d'organisation des réponses
aux besoins, notamment dans le champ des inégalités sanitaires, sociales, environnementales, entre autres, ou dans des contextes de crise plus aigus. Donc cette question du partenariat, de l'approche communautaire, on l'a rappelé via Moumouni, c'est des choses qui ont été mises en pratique, qui doivent encore être poussées. De la part des organisations internationales, il y a l'enjeu qui a été rappelé de voir dans quelle mesure on fait rentrer dans la gouvernance nos propres associations, les partenaires de terrain, y compris les ayants droit, aux associations de malades, entre autres, si on parle de l'humanitaire médical. C'est la question aussi de développer davantage d'antenne entre guillemets dans les pays du Sud. Je pense à Médecins du Monde aujourd'hui, on est essentiellement dans le Nord en termes on va dire de centre opérationnel, même si la Turquie a été ouverte il n'y a pas très longtemps et qu'on peut dire qu'elle est un peu dans l'entre-deux. Mais je pense par exemple à Waka, MSF, qui est l'antenne, on va dire, du Sud africaine, qui s'est émancipée un peu dans l'esprit de l'association de Moumouni. Donc il faut que nous, les grosses associations aujourd'hui qui sommes encore ancrées un peu trop, il me semble, au nord, en termes de centres opérationnels, on puisse avoir des centres opérationnels dans le sud avec des acteurs locaux aussi qui amènent leur originalité, leur diversité, pour qu'on puisse réellement dire qu'on est un mouvement à l'échelle internationale. Il y a, on ne l'a pas évoqué, mais la question aussi de s'affranchir, et ça c'est Bertrand Breckville qui en parle dans un de ses papiers dans la revue internationale stratégique, s'affranchir aussi et avoir une réflexion sur ce que le néolibéralisme impacte dans nos pratiques, nos manières de travailler, voilà, le rapport qu'on a au travail, à la compétition, voilà, tout ce qui est, on va dire, le côté négatif du néolibéralisme qui a pénétré nos organisations, comment mieux lutter pour être plus juste et plus en adéquation avec, encore une fois, le partage du pouvoir et le fait de permettre à les acteurs de société civile, bien sûr sur des partages de causes communes, de pouvoir être plus acteurs dans les actions qui les concernent. Voilà, donc simplement, peut-être pour terminer, mais on l'a déjà évoqué, il me semble que dans le contexte actuel, que ce soit l'émergence notamment des partis d'extrême droite en Europe, que ce soit la diversité des conflits, que ce soit les politiques de contre-terrorisme, on l'a évoqué, il y a un enjeu important dans la diversité, si on parle de la diversité des acteurs de l'aide et notamment des ONG, d'arriver à entretenir une indépendance, une saine distance, notamment avec des acteurs institutionnels, même si il peut y avoir des partenariats voilà, sur certaines circonstances, je dirais, et ça n'empêche pas de se parler, mais la question de l'indépendance, elle est vraiment importante. La question de défendre aussi des cadres tels que le droit humanitaire international, les instances qui les portent, dans des contextes où, on le voit aujourd'hui, la CPI ou la Cour internationale de justice sont remis en question, y compris par des acteurs qui ont poussé à leur émergence. Voilà, la question de l'indépendance, la question de la remise en question des problématiques néocolonialisme, tous ces sujets-là restent d'actualité. On a voulu les retraiter dans la RIS en l'adaptant aux nouveaux enjeux qu'on vous a exposés cette heure passée. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions, j'en profite aussi pour dire que vous retrouverez aussi mon article sur les crises oubliées, / les crises négligées ou crises sous silence. Dans cette RIS, finalement, c'est aussi la question de quelle est la responsabilité des États donateurs, quels sont leurs intérêts dans la mise sous silence de ces crises. Je me suis notamment beaucoup plus appuyée sur les rapports de Caire. Et finalement, on se rend compte que les médias, les pays donateurs ont une responsabilité et les États récipiendaires ont finalement une responsabilité dans la mise sous silence de ces crises. On se rendra compte aussi que l'urgence climatique a un impact direct et sur ces crises oubliées et qui sont généralement des situations de pauvreté chronique pour la plupart et qui est un facteur fertile à la situation de conflit et de violence banalisée. On va éventuellement passer aux questions si vous en avez. Enfin, j'imagine que vous avez quand même des questions. Des points de vue d'ailleurs aussi. Hein. Oui, à partager, c'est important. Dans la salle, des visages pas méconnus, qui ont de l'expérience, l'expertise, qui ont sûrement plein de choses à dire.
Oui, bonsoir. Merci pour ces exposés. Et je voudrais séparer l'aide humanitaire d'urgence qui a été évoquée, qui est le cas des Médecins sans frontières ou le Médecins du monde, et en général, et ça me paraît tout à fait essentiel, et d'ailleurs je soutiens largement ce genre de choses, de ce qui a été dit par rapport aux questions climatiques, qui me paraît tout à fait conforter le système libéral mondial, tel que vous êtes un pion dont vous ne vous rendez pas compte de la manière dont ça fonctionne. Moi, je suis dans ce système, et je n'y vais plus dans les COP, mais j'ai commencé à y aller, à négocier en 1990. Donc, voilà. Et je pense que je veux simplement rappeler un élément, et pour dire à quel point le problème politique est largement supérieur à tout ce que vous pouvez faire. Par exemple, en 2015, au moment de la COP 21, le secrétaire d'État américain à l'agriculture, il a dit aux pays du Sud, écoutez, c'est vrai que vous allez être vulnérables, vous allez avoir des problèmes. La solution, c'est de lever toutes les barrières douanières de façon à ce que vous puissiez acheter les produits les moins chers sur le marché mondial. Ça veut dire qu'on nie complètement le rôle des États. On nie complètement le fait que les États, y compris pour emprunter, doivent avoir une balance commerciale équilibrée et des budgets à peu près équilibrés, même si on peut discuter de déviations qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc, en fait, c'est le meilleur moyen de maintenir les pays du tiers-monde, en particulier les pays africains, sous-développés, puisqu'on va ouvrir tout grand les frontières. Et moi qui étais au ministère de la Coopération, j'entends depuis des années la même chose sur RFI, à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir réduire les importations de poulet, les importations de poudre, de lait, et ainsi de suite. Mais tant que vous n'aurez pas un minimum de politique internationale, et je prends souvent l'exemple de l'Inde où je vais souvent, il y a beaucoup de choses à dire sur le gouvernement indien, mais au moins ça fonctionne, et au moins il y a un développement. En Afrique, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'en fait, il n'y a aucune protection douanière. Hein. On est tout à fait... Et je veux dire, ce que vous dites, ce que vous faites là en ce moment pour l'Afrique, c'est vraiment epsilon par rapport à ce qu'il faudra faire. Parce que le problème va s'aggraver à la fois à cause du changement climatique et aussi ce que vous n'avez pas évoqué du tout, à cause de la croissance démographique. Il ne faut pas l'oublier. Donc il y a ces deux éléments-là qui vont être catastrophiques. Et les politiques des pays du Nord sont en train de créer des situations catastrophiques dans le futur parce qu'il n'y a absolument pas de politique réfléchie sur ce qu'il faudrait faire. Et c'est totalement catastrophique. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas des gens des pays du Sud qui vous penseront la question climatique et du développement, je dirais même du développement avant la question climatique, il faut le faire ensemble, parce qu'ensuite, quand un pays est un peu plus riche, il peut effectivement redistribuer de l'argent et faire en sorte que les plus pauvres soient un peu moins pauvres, mais ça, c'est une question politique, et on ne peut pas le régler du Nord, c'est dans chaque pays qu'il faut le régler, hein, même si on peut soutenir des actions au niveau international, mais c'est dans chaque pays qu'il faut le régler. Et donc, le fait de court-circuiter l'État, ce que vous avez fait pratiquement, hein, dans tout ça, dans toutes ces réflexions-là, ça vous condamne à l'échec permanent. Voilà. Merci. Merci. Premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur, et chaque personne avant de prendre la parole? Oui, alors Arthur Idaker, j'ai travaillé avec le GIEC depuis 1990. J'ai fait un papier récemment sur la manière dont il faudrait changer le mandat du GIEC parce que les résultats, les résumés pour décideurs n'ont aucun intérêt pour les décideurs des pays en développement. Et je voudrais aussi souligner que jusqu'en 2015, je ne sais pas actuellement exactement où on en est, il n'y avait pas un agronome des pays africains dans les négociations. Je parle de l'Afrique subsaharienne. Hein. Donc, ce n'est pas un problème, quoi. Alors que c'est le problème majeur qu'on va avoir. Hein, et qu'on peut augmenter la production. Et au niveau international, si vous écoutez, par exemple, les discours d'Anthony Blinken, mais la France, elle n'est pas meilleure là-dedans, hein, on maintient le tiers-monde sous-développé. On ne fait pas du tout ce qu'il faudrait faire et ce qu'on pourrait faire. Rien qu'en augmentant de 10% la production de maïs, eh bien, on aurait pu affranchir l'Afrique subsaharienne des importations de maïs de l'Ukraine et de la Russie. Mais ça, on ne le dira jamais, parce qu'il faut que l'Afrique reste sous-développée.
Merci. Moi, je ne vais pas forcément rentrer dans le débat de suite, je suis partiellement d'accord avec vous. Juste, il faut faire attention aux représentations, et c'est notamment l'un des enjeux de ce que disait Moumouni et de ce que disait Jean-François. Il faut faire attention aux représentations. Vous parliez de l'Inde. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. L'Afrique est hétérogène, et avec des pays qui ont des niveaux de développement et de représentation qui sont diverses. Donc c'est important de le dire peut-être, parce que généralement on a tendance à dire l'Afrique est sous-développée, l'Afrique ne pourra jamais rentrer, en Afrique il n'y a rien. Voilà, on va faire tourner la parole. Est-ce que vous voulez on va faire tourner la parole. Des réponses de la part de nos participants? Alors je vous remercie pour votre retour. C'est pas forcément agréable de s'entendre dire qu'on est un pion, mais on est conscient d'être un pion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette envie côté société civile d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Parce que ce qu'on a vu aussi ces dernières années, c'est la montée en puissance des lobbies des énergies fossiles. On est d'accord? Il y avait plus de 2400 représentants des énergies fossiles à la dernière COP. Alors on peut ne pas aller aux COP. On peut les laisser tout seuls susurrer à l'oreille des gouvernements. Et on peut se dire, en fait, il n'y a jamais rien qui s'y passera. C'est un point de vue. Ça n'est pas le point de vue de l'organisation pour laquelle je travaillais, CARE, et ça n'est toujours pas le point de vue de l'organisation pour laquelle je travaille aujourd'hui, 350. Donc, le fait que, c'est sûr, les COP ne sont pas l'alpha et l'oméga, et c'est pas ça qui va changer le monde. Ce qui va changer le monde, c'est la pression, en fait. C'est la pression, à la fois côté des citoyens, bien sûr, de dire, vous avez pris des engagements, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Il y a une prochaine échéance qui est très importante en février 2025. Je vous vois être pas d'accord, très bien. Mais sur le fait de remettre des plans climat mis à jour, ok. La question de... Alors moi, je veux bien qu'on mette fin au capitalisme, mais malheureusement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, bien sûr qu'il faut travailler ça, c'est une question de fond. Mais en attendant, moi, je ne me voyais pas, notamment quand je travaillais pour CARE, aller dire aux populations avec lesquelles on travaille au quotidien, qui sont soit sur le point de mourir, soit qui n'ont plus rien à donner à leur famille. Ah bah écoutez, je suis désolée, on va pas aller se battre pour vous, parce qu'en fait, ça va pas changer la donne. Cet argent, le fait qu'on arrive à débloquer des financements, même si ça reste peanuts à côté des besoins, c'est essentiel. C'est une question de survie pour des populations. Le fait qu'il faille faire beaucoup plus et qu'il faille renverser la vapeur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour moi, c'est pas contradictoire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc voilà, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin dans ma réponse, mais on pourra continuer l'échange après. Merci Fanny. D'autres réponses? Jean-François ou Moumouni? Non, ça va. Alors, faisons tourner la parole. Monsieur était deuxième. Ouais. Oui, bonjour. Ben Kramer. Je m'occupe de géopolitique et géopolitique du climat. Mais bon, moi, je voudrais juste savoir, sans vouloir être un donneur de leçons, dans quelle mesure est-ce que la priorité qu'on va donner au financement climatique, est-ce que ça ne va pas justement permettre à beaucoup d'États de dire oui, mais alors nous allons sucrer nos autres budgets pour les questions officielles de développement, d'aide au développement. Est-ce que ça ne va pas à un moment donné clasher, ou est-ce que les États vont être suffisamment vertueux pour dire on fait les différentes parts des choses, ou est-ce qu'on va dire que la question du développement est plus ou moins indépendante des enjeux climatiques? J'aimerais savoir comment ça fonctionne ou comment ça ne fonctionne pas. Merci. Merci, c'est une question très intéressante. On prend peut-être une seconde question. Qui levait la main? Ouais, peut-être les dames. Bonsoir. Bonsoir. Et merci. Moi, je m'appelle Léa et je suis étudiante en Master 2 à Sciences Po Toulouse. Et j'ai une question en fait sur le contentieux climatique.
qu'est-ce que vous pensez, vous, du poids qu'a le contentieux climatique actuellement sur toutes ces questions? Et est-ce que vous pensez que certaines organisations de développement et humanitaires qui agissent dans la prise en charge des conséquences de l'urgence climatique ont une place à prendre dans ces contentieux climatiques? Bonsoir, Lourdes de France de l'IECD. Moi, je vais passer sur une thématique complètement différente. Vous parlez de la représentation des personnes du Sud, des personnes... nous, à l'IECD, on est présent dans 18 pays et pour mon programme entrepreneuriat, on est présent dans 11 pays. Et moi, une question qui me tient à cœur, c'est le recrutement des personnes qui sont à la fois au siège, mais à la fois aussi dans les représentations locales. À chaque fois, je me bats pour avoir de la diversité. Quand je suis arrivée à l'IECD, j'étais la seule pas française qui était, parce que je suis mexicaine, donc j'étais la seule pas française au siège. Et je sais déjà, que les postes au siège, ils sont pas nombreux. Donc forcément, il faut toujours être sûr d'être le meilleur du meilleur. Mais aussi parce qu'on porte beaucoup de projets, des grands projets, soit de l'Agence française de développement de l'Union européenne, il y a toujours cette idée qu'il faut savoir gérer certains projets, il faut avoir certaines compétences pour pouvoir gérer certains projets. Quand en réalité, à mon avis, je vous laisse nous dire, mais les compétences, c'est aussi les personnes qui connaissent le pays. Donc on a beaucoup des expats, il y a beaucoup des Français. Je ne dis pas que c'est bon ou pas bon, mais je dis que cette idée de donner la parole aux personnes du pays, ça dépend aussi des compétences. Et donc, on parle d'égalité des chances, on parle de plein de choses. Je ne sais pas, ce n'est pas une question, mais c'est plus une réflexion de comment est-ce qu'on peut donner la parole en fait, aux personnes quand il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent vraiment dans les projets dans nos pays de développement. Ouais, mais c'est tout le sujet de l'autonomisation, en fait. On peut peut-être commencer sur les questions climat. Une dernière question, et puis on va faire tourner la parole. Je profite parce que je suis juste derrière. Merci. Moi, c'est Martha Simplici. Je travaille dans l'évaluation, donc j'ai un regard opérationnel et je voulais poser la question notamment à votre intervenant au Sénégal qui a parlé de redevabilité. C'est donc un sujet qui est imposé par les bailleurs. Et vous avez parlé justement de redevabilité aussi vis-à-vis des communautés, ce qui est très intéressant. Je voulais savoir si, d'une part, il y a déjà des tentatives et des pratiques qui se développent dans ce sens, et d'autre part, par rapport à l'équilibre justement qui est déséquilibré aujourd'hui entre imposer des règles et de la bureaucratie et laisser le temps aux opérateurs de faire le travail sous le terrain. Est-ce que là aussi, tout est noir ou il y a déjà peut-être soit des bailleurs, soit des organisations qui arrivent à rééquilibrer les choses ou trouver peut-être des moyens de ne pas passer par des reportings extrêmement durs à compiler. Voilà, s'il y a de l'espoir là-dessus, je suis preneuse. Merci. Merci. On commence par les questions climat et on reprendra d'autres questions si besoin. Donc sur votre question de, en gros, déshabiller Pierre pour habiller Paul, ça c'est un des gros sujets sur la question des financements climat, bien entendu. La demande est toujours que ces financements soient nouveaux et additionnels, mais on sait bien ce que font les États, notamment quand il s'agit, au moment des COP, c'est souvent là où les États aiment bien annoncer des nouveaux engagements financiers. Et quand certains n'avaient pas prévu en venant à la COP d'en faire, et puis qu'il y a des petits copains qui commencent à le faire, du coup ils se retrouvent un peu pris de court. Et on a vu comme ça, c'était notamment à la COP 27, je me rappelle, des engagements qui étaient pris par des gouvernements pour la première fois parler de financer les pertes et dommages. Mais en fait, dès qu'on creusait un petit peu, c'était de l'argent qui était prévu à de l'adaptation ou à des projets d'éducation. Et donc là, en gros, le message, c'était, en fait, on veut pas. L'idée, c'est pas de créer une hiérarchisation, en fait, des besoins, parce que y a les enjeux de financement climat et de financement pour le développement doivent aller de concert. Et c'était normalement ce que devait faire Emmanuel Macron avec ce sommet pour un nouveau pacte financier qui a eu lieu donc en juin 2023 et qui n'a pas abouti à grand-chose. Donc ça, c'est une priorité. Et il y a la question, du coup, en ce moment, qui est très très vivante sur les financements climat, aller ouvrir la base des contributeurs. C'est la nouvelle grosse idée de la part des pays développés. Ils l'avaient déjà en tête avant, mais maintenant ils en font presque une ligne rouge. C'est-à-dire, on ne veut plus être les vaches à lait des financements climat.
On veut que d'autres pays, notamment des pays émergents, des pays qui ont une empreinte carbone beaucoup plus élevée que quand a été mise en place la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ont à la fois émettent plus et ont plus de revenus. Donc, ils pensent bien sûr aux pays du Golfe, ils pensent à la Corée du Sud, la Chine aussi, mais ils sont un petit peu plus cléments vis-à-vis de la Chine, parce que la Chine met déjà en fait de l'argent dans la lutte contre le changement climatique et pour le développement. C'est juste qu'elle n'est pas forcément très transparente dans ce qu'elle fait. Donc, il y a plus une question de transparence vis-à-vis de la Chine, mais et en fait, cette année, ça va être particulièrement épique. Parce que, en fait, la COP qui va avoir lieu à Bakou au mois de novembre, elle est censée aboutir à la définition du nouvel objectif collectif de financement climat. Puisqu'en fait, tout à l'heure, je parlais de la COP de Copenhague, où en fait, les États sont engagés à mettre 100 milliards sur la table au plus tard en 2020. Eh bien, en fait, ça va être le nouveau 100 milliards. Et là, pour l'instant, c'est très, très mal barré, les discussions. Parce qu'en gros, on a d'un côté les pays du G77 plus la Chine, donc en gros un groupe de plus de 130 pays qui est très très hétéroclite avec des pays les moins avancés et puis aussi l'Arabie Saoudite par exemple, qui disent en fait nous il va falloir un objectif chiffré qui soit à la hauteur des besoins. Donc, il se chiffre à au moins 1 trilliard de dollars par an. Donc, et de l'autre côté, les pays en fait, du Nord qui ne veulent pas parler de chiffres, qui disent que ce n'est pas une base de négociation, que peut-être ils peuvent aller un peu au-dessus des 100 milliards. Donc là, ils ne sont pas d'accord. Et en fait, surtout, ce que les pays du Nord disent, c'est que nous, on ne va pas mettre de nouvel argent sur la table si d'autres petits copains n'y vont pas aussi. Et ça, qui c'est qui paye les pots cassés, malheureusement, c'est les populations des pays du Sud, comme toujours. Et là, on est quoi ? On est début juillet. Il reste une session de négociation entre maintenant et la COP. Il y a un texte de négociation de plus de 60 pages, avec tout à boire et à manger dedans, toutes les positions diplomatiques allant du noir au blanc. Donc ça paraît extrêmement compliqué parce qu'il y a les enjeux de chiffres, il y a les enjeux de qualité de l'aide. On parle des financements climat. Il y a une énorme part des financements climat qui sont alloués sous forme de prêts et pas de dons, ce qui est une injustice, une imposture. Et le Japon, la France, les États-Unis font partie des pires. C'est-à-dire qu'ils se font de l'argent sur le dos des pays vulnérables. Normalement, les financements climat, ils sont soit alloués sous forme de dons, soit de prêts à taux d'intérêt quasiment nul. En fait, il y a eu un rapport qui est sorti une couverture par l'agence Reuters, là au mois de mai, montrant qu'en fait, ils ont alloué 18 milliards de dollars, donc les pays développés, entre 2015 et 2020, au taux d'intérêt du marché. Et donc, en fait, on a eu des pays en développement qui se sont endettés alors qu'ils essayaient de répondre à leurs besoins. Je vais m'arrêter sur la partie financement, sur les contentieux. Le poids du contentieux climatique, il se multiplie, les contentieux climatiques. Est-ce que ça... Alors, il se multiplie vis-à-vis des États. On l'a vu en France, la France qui a été doublement condamnée. Il se multiplie vis-à-vis d'entreprises, notamment d'entreprises des énergies fossiles, avec énormément de victoires. En fait, je ne sais plus le pourcentage, mais j'ai lu récemment, je crois que c'est 3/4 des contentieux climatiques qui sont lancés, qui aboutissent à on donne raison aux plaignants, plaignantes. La question, c'est le temps de la justice. Parce que entre le temps où c'est instruit, le temps où il y a la condamnation et ensuite où il y a une potentielle réparation, c'est très long et parfois il y a des revers. Donc oui, c'est une voie. Est-ce que des ONG de développement humanitaire, maintenant je ne travaille plus pour ce type d'organisation, donc je ne peux pas vous dire est-ce qu'elles doivent s'y engager. C'est sûr que c'est une manière de demander des comptes quand on n'arrive plus par la voie, on va dire, diplomatique ou de plaidoyer, quand on est un peu acculé. Est-ce que ça va suffire pour que les États se remettent raccord par rapport aux engagements de l'accord de Paris ? Je suis absolument pas du tout sûre. Ouais, rapidement, simplement, vous avez dit qu'il y avait d'un côté les questions de climat, de l'autre côté les ONG classiques, mais humanitaires, mais nous avons une responsabilité et nous essayons de prendre part de plus en plus aux enjeux en lien avec la crise environnementale
Et si je parle de crise environnementale, c'est soit la crise climatique, soit aussi tout ce qui relève de la baisse de la biodiversité et le fait de vivre dans des environnements toxiques sur les lieux de travail ou dans les lieux de vie. Et nous avons, nous, les organisations humanitaires, notre place à prendre. Et d'ailleurs, des associations comme Alima, Médecins du Monde et d'autres, on a déjà commencé à travailler sur le volet crise climatique. D'abord, travailler sur essayer de limiter notre impact carbone en tant qu'acteur pouvant produire justement du carbone. Enfin, le champ de la santé, c'est 5 à 7% d'impact carbone. On parle de la France, voilà. Non, mais à l'échelle d'une association, c'est peut-être mineur, mais je pense à des initiatives comme Climate Action Accelerator, qui est une association qui aide les structures de santé, les associations et autres hôpitaux à limiter leur impact carbone et surtout à faire savoir qu'ils sont engagés dans le fait de respecter les engagements de 2030 pour limiter de 50% leur émission de carbone. Donc les ONG comme la mienne, on a notre part à prendre dans le plaidoyer sur notamment la limitation de production de carbone. On a notre part à prendre dans la prise en charge des conséquences de la crise climatique. Au travers des questions migratoires, on est investi dans beaucoup de projets sur ces enjeux-là. On a aussi à anticiper des catastrophes en lien avec des événements climatiques violents liés à la crise climatique, et donc à anticiper cyclones et autres qui sont résurgents sur pas mal de territoires. Et puis l'autre point, c'est tout ce qui relève de la crise de la biodiversité et la lutte contre les inégalités environnementales, où là, vous le voyez, que ce soit en France ou ailleurs, l'utilisation des pesticides à outrance, c'est des épidémies de cancer, de Parkinson, de lymphome et autres, qui touchent des populations qui n'ont pas forcément la possibilité de sortir d'environnements toxiques pour diverses raisons. Et donc, voilà, les humanitaires comme nous, je dirais, alors je parle de mon association, on a notre rôle à prendre dans les enjeux de crise environnementale qui sont existentiels pour tous, en fait. Merci. Avant juste de répondre aux deux dernières questions, j'en profite pour communiquer deux questions en ligne. Alors, que j'ai tenté de résumer. Une question qui, je pense, sera pour toi, Jean-François. Dans quelle mesure les conditions attachées à l'aide internationale en Palestine ont-elles exacerbé les tensions et prolongé les souffrances des populations civiles ? Dans quelle mesure les conditions attachées à l'aide internationale en Palestine ont-elles exacerbé les tensions et prolongé les souffrances des populations civiles ? Et je te laisserai regarder. Et il y a aussi plusieurs questions liées à la localisation de l'aide. Alors j'ai une réflexion sur l'enjeu de la décolonisation de l'aide, et ce qui est souvent traduit par la réponse générale, c'est la mise en place de la localisation de l'aide, donc ce principe. Et pourquoi le principe de localisation de l'aide, finalement, pour l'instant, ne fonctionne pas vraiment. Voilà, donc peut-être... Oui, je vais le laisser sur la localisation. Donc peut-être on peut apporter d'abord une première réponse sur la représentation des pays des Suds, donc avec l'idée de la valorisation de leurs compétences sur leur terrain, de pourquoi finalement il y a encore une incohérence des programmes, et finalement on peut se rendre compte que le manque de diversité au sein des staffs, que ce soit dans les bureaux régionaux, sur les terrains, dans les QG des organisations, finalement, on se rend compte que ce manque de diversité a un impact direct sur le manque de cohérence des programmes et l'inefficience des programmes sur place. Moumouni, est-ce que tu voulais prendre la parole sur ce sujet ? Oui, je veux bien. Alors, c'est évidemment une question importante en lien avec la diversité. Alors, c'est vrai que on pourrait être amené à dire, enfin, à tomber dans la facilité et à se dire que les personnes les plus compétentes, enfin, les personnes compétentes sont naturellement dans les pays du Sud. Mais bon, de mon expérience, moi, je sais que si on donne en fait de l'espace à nos collaborateurs qui sont vraiment sur le terrain, et si on met des politiques volontaristes pour leur laisser s'exprimer, en fait, on arrive à identifier de vraies compétences et on arrive, on va dire, à leur permettre d'avoir un parcours qui leur permette, in fine, d'arriver, on va dire,
à avoir des responsabilités, en tout cas au plus haut niveau, au niveau des sièges. Donc ça, je pense que il appartient à chaque organisation, en fait, de travailler à développer, on va dire, ces politiques-là pour permettre à tout le monde de pouvoir accéder. Évidemment, il n'est pas question de juste recruter des personnes ou accepter des personnes à des responsabilités juste de par leur origine, leur couleur de peau ou quelque chose comme ça. Moi, je ne crois pas du tout en cela. Mais je pense qu'il faut travailler, en tout cas, à permettre à ceux qui ont besoin de progresser, d'avoir tous les outils et tous les moyens possibles de pouvoir se former, de pouvoir, en tout cas, gravir les échelons pour y arriver. Et nous, on le voit au niveau de notre association et je suis sûr que l'association de Jean-François aussi voit, on va dire, ce type d'initiative-là. Donc, il faut avoir de la volonté et il appartient aux dirigeants de chaque organisation de pouvoir développer cela. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Maintenant, pour faire le lien peut-être avec la localisation, pourquoi ça ne marche pas autant qu'on le voudrait. Bon, c'est pareil, je dirais que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il faut avoir la volonté en fait de partager le pouvoir, mais en même temps, il faut qu'on puisse, comment on dit ça, il faut qu'on puisse accepter qu'il se passe en fait un certain temps. Je veux dire que même les organisations, les ONG internationales ont aussi leur histoire, se construisent, se développent avec le temps. Donc, en fait, il faut juste ouvrir des passerelles, les impliquer selon vraiment le niveau, on va dire, de chacune des organisations et se donner le temps pour avoir cette masse critique, in fine, d'organisations locales qui puissent influencer, on va dire, les décisions. Mais il nous appartient de leur donner, on va dire, cet espace-là. Donc, de les inclure dans les instances de décision, de les inviter lorsqu'on fait des arbitrages pour qu'elles puissent venir. Et je pense que, in fine, avec le temps, on verra de plus en plus d'organisations locales pertinentes parce qu'il n'est pas non plus question d'être complaisant avec ces ONG locales-là, hein, puisque, en tout cas, de la perspective d'Alima, c'est vraiment l'impact sur le bénéficiaire qui est le plus important. Donc, c'est pas le canal par lequel on arrive à le faire. Le canal, il est important, mais je veux dire, cela ne doit pas être prioritaire vis-à-vis de l'impact recherché pour la population. Donc, on ne doit pas être complaisant et donc on doit pouvoir faire des sélections rigoureuses et permettre en tout cas aux organisations sérieuses avec le temps de pouvoir prendre la place qui leur revient. Merci Moni, nous allons devoir hélas nous quitter bientôt. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Jean-François ? Non, simplement la question sur les conditions de l'aide à Gaza, elles sont extrêmes. Hein. La plupart des ONG n'arrivent pas à bosser dans de bonnes conditions ou ne peuvent pas assurer la sécurité de leurs équipes. Hein. Il y a eu plusieurs centaines, je l'évoquais, de morts de l'UNRWA, des Nations Unies, de Médecins du Monde, Médecins sans frontières, de World Central Kitchen et d'autres assos. La plupart aujourd'hui des équipes sont du staff local. Les expats n'arrivent pratiquement plus à rentrer, ce qui était possible les premiers mois sur Rafah notamment. Aujourd'hui, il y a la partie du nord autour de Gaza, ville dont on ne peut pas couvrir. Les équipes de Médecins du Monde, par exemple, c'est 50 personnes aujourd'hui sur Deir el-Balah, au nord de Khan Younes et de Rafah. Où on travaille dans des conditions difficiles, où il y a en permanence une rupture possible d'approvisionnement, l'aide qui n'arrive pas à rentrer, vous le savez, alors qu'elle est massivement prépositionnée, y compris côté israélien et côté égyptien notamment. Donc voilà, un blocus qui fait son effet, une aide étatique et américaine qui est du vent et de la communication plus qu'autre chose aujourd'hui. Voilà, et donc des populations qui sont au bord de l'agonie après avoir été obligées de se déplacer à plusieurs reprises. Donc voilà, le fait de créer les conditions d'un manque important, évidemment, ça crée de la violence supplémentaire.
le peu d'aide qui rentre peut être détourné, pas exclusivement par le Hamas comme on l'entend, mais par pas mal de groupes aujourd'hui qui se sont constitués. Voilà, parce qu'il y a une pression énorme et que, y compris entre Gazaouis aujourd'hui, eh bien, la tension peut être très forte dans une logique de survie où il n'y a plus rien à bouffer et où vous êtes mis sous pression par le manque de nourriture, de médicaments et d'eau. Et on voit bien aussi la perversité de ce blocus et qu'il crée les conditions pour que les gens, à terme, s'entretuent dès lors qu'il n'y aura plus rien, et on n'en est pas loin. Donc voilà, tout est je dirais, extrême sur ce territoire où les populations sont bloquées. On n'arrive pas à faire sortir nos équipes. Très peu ont pu, notamment de Gazaouis, très peu ont pu sortir avec des visas en payant très cher pour aller en Égypte, sachant que voilà, la question se pose ensuite des pays destinataires. Nous, on n'a pas la main, on n'arrive pas à sortir nos équipes pour celles qui le souhaiteraient. Je crois que ce n'est pas facile pour la plupart des humanitaires qui sont dans cette situation. Voilà, donc les conditions de l'aide à Gaza, elles sont réduites, elles sont ultimes et elles sont considérées comme une variable d'ajustement par les belligérants aujourd'hui. Merci. Alors pour information, ce sera la dernière conférence de l'IRIS avant septembre, donc la dernière conférence de l'année scolaire. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous munir de cette dernière RIS que vous trouvez directement sur le site de l'IRIS, également sur la FNAC et sur le site Cairn. Merci à vous, bonne soirée.